Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de quelque chose dont j'ai parlé dans le dernier podcast et qui du coup m'a donné une idée de podcast et j'ai l'impression que je vais vraiment être très inspiré aujourd'hui. Donc, je vais parler de YouTube. Alors, si tu te demandes pourquoi moi qui parle de podcast se met à parler de YouTube, c'est parce que tu vas voir, je pense qu'il y a vraiment un lien très fort entre le podcast et YouTube. Pas forcément un lien technique, mais tu vas voir un lien plus, on va dire, philosophique ou social. Alors ça peut paraître un peu perché ce que je dis pour l'instant, mais tu vas voir, ça s'éclaircit après. Et donc, YouTube pour moi est un peu le grand frère indirect de ce qui va arriver et de ce qui est déjà un peu en train d'arriver au podcast. Puisqu'au final, YouTube a fait quoi ? YouTube a popularisé un format qui s'appelle la vidéo et il l'a popularisé en permettant aux gens donc de l'uploader, de le mettre en ligne très facilement et surtout à n'importe qui de le faire et gratuitement. Donc il a permis à toute une génération et à plusieurs générations de créateurs d'émerger. Et donc à l'origine, le site quand il a été créé, le but c'était de pouvoir stocker, de publier et de partager les vidéos. Tout ça gratuitement, et ensuite ils ont un peu accentué, une fois que cette base était faite, ils ont mis l'accent sur les recommandations, puis ensuite ils ont permis grâce à la pub de rémunérer les créateurs en fonction de plusieurs critères que tu connais, notamment l'audience bien entendu, le nombre de personnes qui regardent les vidéos. Et YouTube au final a assez peu évolué, je veux dire intrinsèquement, c'est-à-dire que visuellement bien sûr que ça a évolué, YouTube remonte quand même déjà à 2005 il me semble, donc ça fait déjà un petit moment, mais après sinon dans le fond, il n'a pas vraiment évolué. Les plus gros changements, ils ont eu ces derniers mois avec le rajout de quelques fonctionnalités comme je saurais même pas comment l'appeler, mais en gros, la possibilité de rajouter des images dans ton fil d'actualité de vidéo. Ce que personnellement, je trouve totalement inutile, mais on va en reparler sur ce genre de truc. Mais du coup, voilà, à la base, YouTube, les premières années, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Ce qui a vraiment changé sur YouTube, c'est le contenu qu'il y a dessus. Parce que forcément, un peu comme Google et tout ce genre de plateformes, plus les gens sont dessus, plus les gens donnent à la plateforme, et plus la plateforme devient intéressante, performante et attractive. Et donc au début, sur YouTube, il y avait essentiellement des vidéos pourries. Je veux dire, les premières vidéos, même que les gens se considéraient comme créateurs, forcément, les qualités étaient pourries. Parce que déjà, on n'avait pas les mêmes capacités qu'aujourd'hui techniques. Je veux dire, aujourd'hui, avec n'importe quel smartphone qui se respecte, on peut filmer en HD. Alors qu'à l'époque, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Je veux dire, les téléphones qui filmaient, il y en avait qui filmaient déjà, mais c'était certainement pas de la HD. Donc forcément, les vidéos étaient déjà un peu plus pourries en sens visuel. Puis au début, voilà, forcément, vu que c'était des jeunes créateurs, c'était, on va dire, pas encore très mûr comme truc. Puis ensuite, forcément, il y a eu les premiers créateurs. Donc en France, voilà, il y a eu le divertissement. Enfin, même pas qu'en France, dans le monde entier. C'est le divertissement qui a essentiellement permis à YouTube d'exploser, puisqu'il a amené même plusieurs jeunes générations, jeunes ou moins jeunes, sur YouTube grâce au divertissement. Je vais pas faire les reportages de France de la con, mais voilà, Norman, etc. Les jeunes qui sont dans leur chambre parce que on a pu s'identifier à eux, ou que ce soit eux ou d'autres personnes. Mais voilà, il y a eu un moment où on s'est identifié, et tous ces trucs d'ailleurs, c'est assez marrant, petite parenthèse, mais on a appelé ça pendant un moment, c'est les Norman et tout ça, on appelait ça et on disait qu'ils faisaient des podcasts. Et, et quand je dis des fois à mes amis que je fais un podcast, ils pensent que je fais la même chose que Norman, etc. Bref, parenthèse fermée, sachant que bien sûr, je sais pas pourquoi, à un moment donné, et je ne sais pas surtout qui a appelé ça les podcasts, je pense que c'est les médias un peu, genre France 2, enfin voilà, les gros médias. Mais bon, bref. Donc du coup, c'est grâce à Norman, enfin bref, toutes ces vidéos de divertissement qui ont fait qu'on s'est identifié à ces jeunes, et que eux, ça a complètement explosé leur audience. Je veux dire, ils se sont retrouvés avec des millions d'abonnés. Je veux dire, à l'époque, aujourd'hui, il y en a plein qui ont 1 million d'abonnés, il y en a quand même beaucoup plus qu'avant. Et à l'époque, quand Norman et tout ça ont eu leur premier million d'abonnés, c'était extraordinaire. Même quand tu avais 10 000 abonnés, c'était extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup moins de monde sur la plateforme. Et grâce forcément à ces créateurs, ça a donné d'autres idées à d'autres jeunes et à plein d'autres gens de se dire, si lui il a créé ça, moi je veux pas forcément parler devant une caméra, mais peut-être que je sais pas, je veux faire des courts-métrages ou je veux créer une production pour rassembler plein d'humoristes. Et après il y a eu le Golden Moustache, le studio Bagel, et puis après il y a eu encore plein d'autres choses, et maintenant il y a tellement de créateurs que voilà, je veux dire, tout le monde peut connaître 10 youtubeurs que l'autre ne connaît pas, tellement il y a de youtubeurs, tellement il y a de contenu sur YouTube, quoi. Il y en a vraiment à foison.
Mais YouTube, en plus d'être une plateforme de contenu, c'est aussi, et beaucoup surtout, devenu une plateforme ultra sociale. C'est-à-dire que, voilà, même quand les gens ont 10 millions d'abonnés, forcément, il y a toujours cet espace commentaire. Et cet espace commentaire, c'est pas comme les commentaires sur les blogs. Je veux dire, il y a vraiment une notion de proximité et la notion d'échelle qui font que il y a une notion sociale beaucoup plus forte que juste sur des blogs où même si les gens mettent des commentaires, ben, ça fait pas le même effet. Je ne saurais pas vraiment comment matérialiser ça correctement, mais YouTube a vraiment cette notion sociale puisque voilà, c'est le créateur qui échange avec ses fans ou du moins son audience. Et ça a fait une notion de proximité au début qui était ultra importante et qui est toujours ultra importante. Et beaucoup de gens disent que la plateforme s'est gâchée, que c'est plus comme au début. Mais forcément, ça peut pas être comme au début, puisqu'au début, il y avait moins de gens. Et peut-être que les gens qui étaient sur YouTube au début étaient des gens curieux et pas trop des haters. Du moins, ça attirait pas les gens. Et forcément, plus YouTube attire de gens et plus une plateforme attire de gens, ben plus les profils sont variés. Et forcément, il y a des haters. Je veux dire, dans la vie, je veux dire, même si on est un bouddhiste ou quoi et on déteste personne, il y a toujours des gens où on se dit bon ben je l'aime pas, je le déteste pas mais je l'aime pas, et forcément ben ça a drainé la même chose. Et regarde, Facebook, c'est exactement la même chose avec les espaces commentaires. Et plus les plateformes sont immenses, plus il y a des gens pour aller contredire ce que dit un autre dans une vidéo. C'est bien, je veux dire, quand c'est des critiques constructives, c'est super. Après, tout le monde sait que voilà, il y a beaucoup, la plupart du temps, c'est rarement des critiques constructives. Mais je pense pas qu'on peut dire que YouTube s'effondre ou que YouTube perd de sa valeur. C'est juste que YouTube est devenu énorme et que forcément, plus t'as de gens, plus t'as d'opinions différentes. Et avec Internet, on sait que c'est beaucoup plus facile de donner son opinion puisqu'on est derrière un ordinateur qu'à une époque où il faudrait gueuler ça en face des gens. Donc, pour moi, c'est pas vraiment le problème de YouTube, n'est pas vraiment là en fait. Donc les haters, c'est tous ces trucs qui sont un peu, je veux dire, tout le monde en parle, enfin voilà, beaucoup de gens en parlent sur YouTube ou autre, de dire que la plateforme perd de sa superbe ou ce genre de trucs. Je pense pas que ce soit vrai, c'est juste que forcément il y a plus de monde, les gens se rendent compte que c'est très facile de commenter, etc. Donc forcément les gens donnent leur avis plus facilement, et beaucoup de gens ont des avis pas très poussés, ou du moins ils s'éternisent pas à faire des trucs très complets en commentaire. Et c'est tout à fait la même chose sur Facebook. Je veux dire, même personnellement, je suis beaucoup plus choqué par les commentaires que je vois sous des photos ou trucs Facebook que les commentaires YouTube, même si, bon, je m'attarde pas trop sur les commentaires YouTube, je l'avoue. Mais bon, voilà, bref. De toute façon, je pense que vraiment, à part... je pense qu'aujourd'hui, quand on voit des commentaires négatifs ou des choses qui sont négatives avec lesquelles on n'est pas d'accord, ça sert à rien de laisser Enfin, si on n'est pas prêt à laisser un truc constructif, bien sûr, ça sert à rien de laisser un commentaire ou d'aller même dans l'espace commentaire parce que ça t'énerve plus qu'autre chose. Donc, moi, j'essaie vraiment de pas trop consulter les espaces commentaires sur des trucs qui me chiffonnent un peu ou quoi, ou je sais que je vais être, ou que ça va m'énerver pour rien, quoi. Donc, bref. Et ça, ce phénomène, il est pas propre qu'à YouTube, il est propre à tout l'Internet parce que forcément, qui dit facilité de partage, facilité d'interaction, ben, on critique plus facilement. Et maintenant que j'ai parlé un peu du passé, de comment de ce qu'était YouTube au début et du présent, donc ce qu'est YouTube aujourd'hui. YouTube aujourd'hui, c'est pas, je crois qu'il y a des millions, des milliards de vidéos postées par jour, et j'imagine même pas. Enfin, c'est marrant, mais je pense que d'un point de vue technique, après c'est possédé par Google, hein, YouTube, donc ils ont les moyens. Mais il faut se rendre compte quand même du nombre de data centers et de trucs de stockage qu'il faut pour stocker toutes ces vidéos et gratuitement. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui tu puisses uploader une vidéo d'1 heure en 4K gratuitement. YouTube ne te demandera jamais de payer. Et pour ça, je trouve que c'est bien. Et le seul truc qui m'indigne un peu avec les trucs sur YouTube, c'est les gens qui disent oui, rembourser ou quoi. Enfin bref, qui parlent d'argent. Alors que YouTube, certes, c'est la rémunération du chiffre. C'est un peu les vanity metrics. Mais en attendant, moi, ça ne me dérange pas parce que YouTube me donne accès à une quantité de savoir extraordinaire. Je veux dire, il y a un mec qui est devenu champion du monde et même champion olympique de lancer de javelot, un Africain, en regardant des vidéos sur YouTube. Quand t'as appris ça, tu sais, t'as compris que YouTube c'est extraordinaire, donc forcément t'as des trucs terribles. Je veux dire, les tendances, forcément vu que la logique de YouTube c'est de récompenser le nombre, forcément le mec qui va t'apprendre des trucs ultra intéressants, mais sur un sujet de niche, il va pas faire 1 million de vues. Donc forcément il sera jamais en tendance et ça peut paraître injuste, mais ça l'est pas puisque c'est dans la logique de l'algorithme et du fonctionnement de YouTube. Et YouTube te permet quand même d'accéder à une quantité de contenu énorme. Et
moi je pense que YouTube quand on dit oui, YouTube délaisse les petits créateurs, je pense pas, puisque moi j'ai découvert plein de petits créateurs, enfin pas des grosses chaînes, juste en tapant des mots-clés, et ensuite sur la barre de droite, où tu sais, par exemple, tu es sur une grosse chaîne, une chaîne qui a, je sais pas, 10 000, 100 000 abonnés, et sur la barre de droite, tu vas voir une vidéo d'un mec qui a 100 abonnés, mais qui va te faire une super vidéo, et tu vas t'abonner, tu vas découvrir un super créateur comme ça. C'est-à-dire que YouTube ne cache pas les petits créateurs, puisque les petits créateurs, s'ils ont un peu fait, entre guillemets, leur boulot de créateur, qu'ils ont mis les tags et tout ça, YouTube va les référencer et va te les proposer. Donc YouTube ne les cache pas. Après, forcément, il y a une telle quantité que tu peux pas découvrir tout le monde et que ça peut sembler injuste. Et que maintenant, en plus, comme j'en ai parlé un peu dans le podcast sur le web marketing, les marketeurs se sont appropriés un peu YouTube. Et maintenant, voilà, c'est très facile de trouver des vidéos sur, je sais pas, comment devenir riche grâce à YouTube et tout ça. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, YouTube, aujourd'hui, on est une plateforme énorme qui a des millions, voire des milliards de vidéos uploadées chaque jour, des millions et des milliards de vidéos regardées chaque jour, et tout ça gratuitement. Donc ça, c'est quand même déjà extraordinaire. Et maintenant, j'aimerais passer au sujet qui fâche, c'est est-ce que là, cette plateforme est morte? Alors ça peut paraître brutal comme transition, mais parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient, et moi j'en ai souvent parlé, c'est-à-dire que YouTube va un peu devenir, quand j'ai dit ça dans un podcast, YouTube va un peu devenir la poubelle du contenu, dans le sens où il n'y aura plus que du divertissement et ce genre de choses. C'est quelque chose en lequel je crois, mais auquel je crois à 50%, dans le sens où déjà je ne suis pas certain de ce qui va se passer dans l'avenir, je ne suis pas un gourou chaman qui voit l'avenir, mais en plus ça dépend un peu du virage que prendra YouTube. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, YouTube, je sais pas trop comment l'expliquer clairement, mais si tu veux, avec le nouveau contenu et tout ce qui arrive sur Internet, Facebook, etc., YouTube va devoir prendre, je pense, des décisions un peu stratégiques à certains moments pour dire on favorise ces gens-là, ou on favorise ça, ou on arrête de faire gratuit et on commence à faire des trucs payants, ou on met à fond sur le social et on devient vraiment un réseau social. Et je pense qu'aujourd'hui, YouTube en est là où ils en sont parce qu'ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils sont perdus en essayant de faire cette fonctionnalité. Donc je sais pas si tu l'as vu. Maintenant, ça va faire 2-3 mois qu'elle y ait cette fonctionnalité où quand tu es sur un smartphone, je crois pas que ça y est quand tu es sur ordinateur, mais quand tu es sur un smartphone et que tu fais défiler tes abonnements, tu peux voir des photos donc de créateurs. Genre si tu es abonné à une chaîne et que le gars poste une photo, ça va faire un peu comme Instagram où tu vas avoir une photo, une description, il peut avoir des sondages, etc. Personnellement, je trouve ça absolument inutile. C'est-à-dire que YouTube est bien parce que YouTube, c'est simple, ça te permet de regarder des vidéos, de les trouver facilement, de tout trouver facilement. Je veux dire, tu trouves quasiment réponse à toutes tes questions. Et moi, j'ai pas envie d'avoir cette notion de social. Après, peut-être que d'autres ont envie de l'avoir, mais je pense qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui sont là pour avoir cette interaction sociale, et que YouTube, même si c'est un peu hybride, parce qu'il y a un échange entre les créateurs et l'audience, forcément c'est un peu social, mais après c'est pas pour autant qu'il faut qu'ils se foncent sur le social. Je pense qu'il devrait rester une plateforme simple, mais là où le problème arrive, c'est que forcément YouTube appartient à Google, forcément YouTube fait beaucoup d'argent, et je pense que c'est très dur pour une plateforme comme YouTube ou même n'importe quelle plateforme de se dire ok, on a des millions d'utilisateurs, on fait des milliards, mais il faut qu'on reste simple et il faut qu'on bouge pas. Parce que je pense que YouTube se dit, les mecs qui sont directeurs chez YouTube, etc., ils savent très bien ce qui va pas, les dangers potentiels qui peuvent arriver sur Internet, parce que je pense que la plateforme YouTube peut très bien se faire remplacer par une meilleure plateforme du jour au lendemain, ou du moins en un an. Regarde Instagram. Instagram commence à exploser, je veux dire. Instagram, ils vont arriver au milliard d'utilisateurs 10 fois plus vite que Facebook. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram si tu veux, c'est JB Castellin. Bref, et du coup, on peut dire aujourd'hui, non mais YouTube ne se fera jamais remplacer, etc. Regarde Dailymotion ou quoi, ou Vimeo. Mais ça va pas être, je pense que déjà on peut pas le voir venir, on peut pas prédire, tu vois, personne n'a prédit Instagram, personne n'avait prédit Snapchat. C'est comme ça, le monde va tellement vite qu'aujourd'hui, il peut y avoir un mec qui fait une plateforme de vidéo où tu te dis ouais, c'est la même chose que YouTube, mais peut-être qu'il aura fait une fonctionnalité différente qui fera que YouTube se fera remplacer, parce qu'aujourd'hui, malheureusement pour YouTube, il y a du mécontentement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui râlent, il y a des créateurs qui râlent, c'est-à-dire que quand c'est les haters ou quoi, ça va encore, parce que il y en a plein de gens qui continuent de regarder les vidéos, mais quand il y a des créateurs qui râlent, parce qu'ils se font démonétiser et tout ça, tous les problèmes de YouTube, là ça devient dangereux, parce que la force de YouTube, c'est pas la plateforme, la force de YouTube, c'est les créateurs. C'est-à-dire que si, du jour au lendemain, pour X raisons, tous les créateurs se barrent, YouTube ne vaut plus rien. Et donc,
je pense que c'est là où est le problème, c'est-à-dire que notamment, il y a eu des problèmes avec les rémunérations sur les gens qui parlent de guerre ou de sujets qui font pas du divertissement basique. Et genre, si tu mets un titre avec écrit, par exemple, guerre, genre si tu fais des vidéos où tu apprends des trucs sur la Seconde Guerre mondiale et que tu mets le mot guerre dans ton titre, YouTube te démonétise. Donc ça, c'est très typiquement le genre de truc où on se dit, oui, mais la force de YouTube, c'est le divertissement, donc on s'en fout. Et c'est là où je disais que YouTube doit faire des choix, c'est-à-dire que YouTube, là, en ce moment, ils sont en train de faire deux choix, ils se disent social et divertissement. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, les mecs qui font des millions, les mecs qui font du divertissement, ça, on est pour. Parce qu'il y a eu des histoires avec aussi les pubs, les mecs qui vendent les pubs et qui disent non mais nous on veut pas être à vendre des vidéos qui parlent de guerre, parce que forcément, vu que YouTube c'est géré par des robots, je veux dire c'est des bots qui font quasiment tout le travail, et bien les bots ils peuvent pas savoir si tu fais une vidéo, je sais pas, de propagande nazie, ou si tu fais juste une vidéo à la cool où tu parles de la guerre et tu essayes d'éduquer les gens. Forcément ils peuvent pas faire la différence, donc ils assument, ils se disent bon ben voilà, nous on met tout sur le divertissement. Mais le problème c'est que YouTube, à mon sens, le divertissement est très mis en avant, et il y a beaucoup de divertissement sur YouTube, et c'est ce qui est mis en avant, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Je veux dire, il y a tellement, moi je veux dire, au final aujourd'hui quand tu vas, moi personnellement, la plupart du temps maintenant je ne vais plus sur Google pour chercher une question, c'est sur un tuto ou un truc comme ça, je vais sur YouTube. Et je vais sur Google quand je trouve pas sur YouTube. Et c'est là au final où pour moi elle est la force, c'est parce que YouTube a permis ça. Et donc si tous les petits créateurs qui font des trucs qui sont pas forcément du divertissement voient une autre plateforme, eux déjà, les petits créateurs, ils sont moins attachés à YouTube que les gros. Je veux dire, les mecs qui ont 10 millions d'abonnés ont beaucoup plus à perdre que les mecs qui en ont 100 ou 10 000 ou 100 000. Parce qu'ils ont déjà, ceux qui ont 10 millions, ils se disent, attends, même, je vais perdre 5 millions d'abonnés rien que si je mixe sur une autre plateforme. Et ils ont beaucoup plus peur parce que cette autre plateforme, peut-être qu'elle les mettra moins en avant, etc. Mais au final, si tu as, je veux dire, les 20% du contenu le plus visuel, les 20% de créateurs, les très gros qui restent, mais que 80% du reste se casse, et ben là, YouTube a perdu beaucoup de sa valeur. Et c'est là où c'est dangereux, c'est que YouTube peut vraiment se faire remplacer comme n'importe quel autre réseau social ou entreprise aujourd'hui, avec le monde des startups et l'économie qui va très vite, peut se faire remplacer très rapidement par une nouvelle plateforme. Et c'est là que le problème est, c'est-à-dire que vu qu'ils ont une partie des créateurs qui est mécontente, potentiellement, si cette nouvelle plateforme arrive, ils auront des difficultés à les retenir. Parce que si les mecs étaient tous ultra contents, les mecs ils resteraient, ils s'en ficheraient de la concurrence. Et je pense que YouTube va pas se faire remplacer l'année prochaine, enfin je veux dire, ça c'est vraiment perso, j'imagine. Mais s'il y a une vague de mécontentement qui continue sur YouTube et des trucs qui continuent de faire polémique, il y aura un jour un geek ou un mec qui va se dire moi j'ai envie de créer ça, qui va avoir une idée, qui va le faire et qui va disrupter, enfin qui va bousiller YouTube et qui va ramener tous les gens sur sa plateforme. Donc je pense que YouTube est en danger dans ce sens-là où il devrait vraiment faire attention à la satisfaction de tous ses créateurs et pas seulement ceux qui font du divertissement, et même si c'est difficile. Je pense que YouTube aujourd'hui devrait, au lieu de se concentrer à faire des fonctionnalités pourries pour être soi-disant social, il devrait se concentrer à mettre l'accent sur les créateurs. Et c'est là où je vais en venir vraiment sur où est enfin le lien après 18 minutes de podcast, où est le lien entre YouTube et les podcasts et tout ça. C'est que maintenant je vais vraiment parler des créateurs. Parce qu'au final, il n'y a jamais eu autant de belles choses qui ont aussi été mises en avant, et je pense que YouTube est paradoxalement pas complètement foutu, et que même s'il y a l'insatisfaction, forcément que tout le monde ne peut pas être satisfait, déjà de 1, mais en plus, il y a quand même si on dit oui, les contenus mis en avant sont des contenus pourris, c'est putaclic, etc., il y a quand même aussi du très bon contenu qui est mis en avant. Alors après, ça paraît être subjectif, mais par exemple, moi j'ai envie de te parler de 2 chaînes YouTube qui me tiennent à cœur, qui sont, la première c'est Golden Moustache, qui est quand même assez vieux, maintenant ça va faire 3-4 ans qu'ils sont sur YouTube, et qui pour moi, donc c'est un collectif, si tu ne connais pas, d'humoristes en quelque sorte, et je t'invite à aller voir Golden, donc comme l'or en anglais, et Moustache, vraiment, va voir leurs vidéos. Moi mes préférés personnellement c'est Suricat, donc c'est un groupe qui est dans le Golden Moustache, et c'est ultra créatif, c'est extraordinaire ce qu'ils font, et moi ça me fait marrer, et je trouve ça génial. Il y en a d'autres, il y a le Palma Show par exemple, enfin bref, plein de trucs de divertissement, encore une fois, mais qui sont super et qui sont très bien recherchés. Je veux dire, c'est pas juste du divertissement à la con, et c'est pas putaclic, c'est des trucs ultra recherchés qui ont demandé des moyens, des trucs d'écriture et qui ont permis à des jeunes d'exploser et de faire les métiers dont ils rêvaient. Et d'ailleurs, il y a dans Golden Moustache, il y a Flaubert qui a un podcast qui s'appelle le Floatcast, qui est super, et où du coup il ramène ses amis et tout ça. Donc je te conseille d'écouter ce podcast qui est très bien si t'aimes bien un peu les youtubeurs, c'est le Floatcast.
Et ensuite, il y a donc Golden Moustache que j'adore, mais qui est là depuis longtemps. Mais dans ceux qui sont là depuis moins longtemps, tous les deux, c'est McFly et Carlito. Donc peut-être que tu les connais. Si tu les connais, bon, tu vois forcément qui c'est. Si tu les connais pas, c'est deux gars qui sont potes depuis toujours, qui avant étaient justement dans Golden Moustache, dans ce collectif, et qui avant faisaient de la radio ou d'autres choses, et qui ont littéralement explosé en 2017, puisque je crois que, je sais pas, au début de l'année 2017, il devait avoir peut-être 100 000 abonnés. Aujourd'hui, il doit en avoir 2 500 000 ou 3 millions. Et ils ont complètement explosé. Et ils ont explosé, à mon sens, grâce à deux choses qui caractérisent pourquoi YouTube n'est pas mort. La première, c'est que déjà, ils ont sollicité leur réseau de potes pour faire venir des gens qui avaient déjà une audience, etc. Donc ça, c'était malin. Mais après, faire venir les gens, c'est pas tout. Encore faut-il faire du bon contenu. Et c'est là où ils ont été énormes. C'est que McFly et Carlito ont explosé cette année parce qu'ils ont apporté un vent de fraîcheur sur YouTube. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ces deux mecs ont leur univers, ont leur créativité, ils ont fait des trucs. Ils ont su jouer avec les codes de YouTube, genre ils font un peu des titres putaclic, enfin voilà, ils savent jouer avec les trucs, mais ils ont aussi fait un super contenu, ils en ont fait paradoxalement, ils n'ont pas fait 25 vidéos par semaine, ils en ont fait une tous les dimanches pendant un an, ce qui pourrait paraître assez peu comparé à d'autres créateurs, et ils ont fait du super contenu, et si ça a marché, c'est grâce à ça, c'est-à-dire que je pense que ça faisait 1 ou 2 ans que c'était un peu morose sur YouTube, dans le sens où il n'y avait pas eu d'explosion de créateurs comme ça, et eux sont arrivés, ont explosé avec leur univers, leur truc, et les gens ont adoré. Et je pense qu'il y a même pas mal de gens qui regardaient peut-être des vidéos qu'on pourrait dire moins bonnes et qui ont vu McFly et Carlito, qui ont kiffé parce qu'il y avait besoin d'eux dans un sens sur YouTube pour redonner un petit vent de fraîcheur. Et après, je pense qu'il faut voir comment YouTube va s'orienter. C'est pas que McFly et Carlito, parce que YouTube, faut pas oublier que c'est surtout, enfin voilà, les gros, ils sont américains, tu vois. Mais là, je te parle un peu français. Et je pense vraiment que c'est la caractérisation d'un vent de fraîcheur qui est arrivé. Et donc, comme quoi, YouTube, même si on dit que ça va mal ou quoi, il peut toujours avoir des super créateurs, des super trucs qui peuvent arriver, qui peuvent jouer avec les codes de la plateforme, parce qu'il faut respecter les codes. Je veux dire, tu sais que voilà, à un moment donné, il faut faire des titres qui sont pas complètement stupides et pas des titres basiques. Il faut faire un peu du putaclic, il faut, je sais pas, mettre des tags. Enfin, il faut jouer avec la plateforme puisque c'est comme ça que ça marche. Mais tu peux aussi faire du bon contenu. Et je pense que pendant longtemps, les gens se sont dit l'un et l'autre. Tu vois, c'est oh non, mais moi je fais du bon contenu, du coup YouTube il me référence pas. Mais ces mecs-là, McFly et Carlito, ils font du bon contenu, ils sont référencés parce qu'ils font du bon contenu, mais parce qu'aussi ils ont su jouer avec les codes de la plateforme, c'est-à-dire inviter d'autres youtubeurs, faire des titres putaclic, etc., etc. Et YouTube est devenu au final un vrai média, puisque YouTube maintenant a ses propres critiques. Tu vois, tu as des critiques de youtubeurs comme tu as des critiques de cinéma, de théâtre ou de livres et de littérature. Et donc tu as des vraies chaînes YouTube consacrées à la critique, où ils vont critiquer d'autres youtubeurs. Et je pense que quand tu as des critiques sur une plateforme, c'est vraiment que ta plateforme est devenue un vrai média. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus non seulement que les gens qui donnent leur avis, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des chaînes qui donnent leur avis sur d'autres youtubeurs, et les gens sont plus ou moins d'accord. Quand tu as des critiques sur un média, c'est vraiment que le média est devenu quelque chose de gros et de lourd et que la plateforme est mûre maintenant. Et donc maintenant, pour ce qui est vraiment du futur, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que YouTube va faire, va être. Mais pour maintenant rentrer et conclure là-dessus, pourquoi YouTube a un lien avec le podcast ? Parce qu'au final, YouTube a ouvert la porte et l'esprit des gens sur le fait que tout le monde peut créer du contenu, que tout le monde peut en vivre. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est à mon sens la chose la plus importante de ce podcast. C'est que YouTube a ouvert cet esprit-là, et pas seulement que pour la vidéo. Je pense que beaucoup de gens se sont lancés aussi dans le blogging. Si, il y a eu un élan de regain d'intérêt pour le blogging, parce que les gens se sont dit « Ah ouais, on peut créer du contenu, mais moi peut-être que je me sens pas assez à l'aise pour faire de la vidéo, mais du coup, je peux faire du blog. » Et tout ça, c'est en lien avec YouTube, parce que YouTube a vraiment ouvert la porte, et pas seulement qu'aux créateurs, mais aussi aux gens. Je veux dire, maintenant... tout le monde sait qu'on peut vivre de YouTube, si on a beaucoup de gens qui nous regardent. Et même si les gens y croient plus ou moins, et que c'est pas un vrai métier, etc., et qu'ils se disent tout ce qui se dit, mais les gens le savent au fond d'eux. Et les gens, certains se disent, ben voilà, moi aujourd'hui je veux être youtubeur. Comme avant on disait, moi je veux être astronaute ou pompier. Et c'est très bien, parce que les gens vont peut-être pas finir youtubeur, mais ils vont peut-être finir créateurs de contenu, ou ils vont peut-être choisir des choses qui sont pas forcément... dans les voies de l'école et dans les voies classiques. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est là où le lien est très fort avec le podcast. C'est que pour moi, pourquoi il y a de plus en plus de créateurs indépendants sur le podcast ? C'est parce que le podcast, comme je l'ai dit des centaines de fois, a ce format un peu plus profond et un peu plus, je sais pas,
gratifiant à mon sens que YouTube et que toutes ces vidéos aient été perdues dans cet amas de vidéos, même si YouTube reste important et que par exemple moi personnellement je pense que je vais faire des vidéos YouTube, mais je pense que les deux se complètent et que sans YouTube jamais je me serais dit je peux créer du contenu moi par exemple, et dire si je me suis mis à créer un podcast parce que paradoxalement j'écoutais des podcasts depuis longtemps, mais YouTube m'a dit si je peux créer une vidéo YouTube je peux créer un podcast, parce qu'en plus un podcast c'est plus facile à créer. Et c'est là où le podcast va exploser grâce à ça, c'est que forcément, vu qu'il n'y a pas la vidéo et tout ça, il y a plein de choses il y a plein d'étapes qui ne sont pas à faire. Et c'est là que le podcast est très intéressant et que le podcast va exploser indirectement grâce à YouTube, parce que les gens ont cet état d'esprit de maintenant je peux créer quelque chose. Alors, moi, par exemple, je pense personnellement que j'aurais jamais pensé uploader une vidéo sur YouTube si j'avais pas commencé un podcast. Vraiment. Parce que le podcast m'a permis d'appréhender ce monde-là, etc., d'appréhender le monde de la création, de se mettre dans un certain état d'esprit. Et tout ça, c'est grâce à YouTube. C'est en voyant des gens créer et en voyant des gens comme toi et moi. Je veux dire, tout le monde est sur YouTube. Il y a des gens qui ont 40 ans qui font des vidéos sur YouTube, et il y a des gens qui ont 18 ans, 15 ans, 11 ans, 10 ans, 20, 25. Bref, tout le monde crée. Tu peux toujours trouver un mec qui crée, qui est un peu à ton image, et du coup, tu dis, si lui, il le fait, pourquoi pas moi ? Et c'est là où YouTube est ultra puissant, c'est que YouTube a permis aux gens de se dire dans la tête, moi je suis passionné par ça, pourquoi pas moi ? Et moi ça m'est arrivé plein de fois de voir des vidéos drôles et tout ça, et de me dire, waouh, c'est un peu le même délire que ce que j'avais avec mes potes ou quoi, pourquoi pas moi ? Et peut-être que je vais pas le faire, je vais pas me lancer dans une chaîne humoristique, tu vois, mais ce pourquoi pas moi est très très important, et c'est ce qui fait pivoter l'esprit des gens, et c'est ce qui fait que les gens, grâce à tout ce que j'ai dit sur les podcasts, sur l'audio et tout l'intérêt de l'audio, beaucoup de gens vont aussi se tourner vers le podcast, parce que quand il y aura une vraie plateforme comme YouTube, mais pour le podcast, YouTube aura ouvert la voie. C'est-à-dire que les gens vont pas réfléchir, je sais pas si je vais créer des trucs, ils vont se dire, moi je sais que c'est possible, alors je fonce. Parce que l'audio c'est mieux, parce que l'audio c'est plus facile, etc., etc. Et donc YouTube a été très important pour ça, et peu importe l'avenir de YouTube, il sera remplacé ou pas, par Facebook ou par un autre, il y a tout et son contraire qui se dit sur YouTube, mais ce qui est très important, c'est que YouTube a ouvert la voie aux créateurs, et pour ça, on peut lui dire merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie, et surtout, reste optimiste.